Imaginez un instant, un homme dont les chansons résonnent encore dans les stades du monde entier, un symbole universel de paix, d'amour et de rébellion contre l'oppression. One Love, Redemption Song, des hymnes qui ont uni des générations, des ghettos de Kingston aux scènes de Londres. Mais que se passe-t-il quand la lumière d'une légende projette des ombres plus sombres que prévu? Et si je vous disais que derrière le prophète Rastafari se cache une histoire de trahison, de violence et de silences familiaux qui pèsent comme des chaînes? Aujourd'hui, dans ce documentaire immersif, nous plongeons dans les profondeurs de la vie de Bob Marley, pas la version lissée des biopics, mais la vérité brute révélée par ceux qui l'ont vécu de l'intérieur, notamment son fils aîné, Ziggy Marley. En 2024, Ziggy a brisé un silence de décennies, et ce qu'il confesse va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le Tuff Gong. Restez avec nous jusqu'au bout, car cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est une révélation qui pourrait changer votre façon d'écouter ces chansons. Si vous êtes prêt à découvrir les fissures d'une icône, likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des twists à venir. Allons-y, Jagged, les racines d'un survivant de 9 Mile à la gloire mondiale. Une enfance dans l'entre-deux. Robert Nesta Marley voit le jour le 6 février 1945 dans le village isolé de 9 Mile, paroisse de Sainte-Anne, Jamaïque. Sa mère, Cedella Booker, n'a que 18 ans, une adolescente noire jamaïcaine, pieuse, travailleuse, luttant pour survivre dans un pays encore marqué par les chaînes de l'esclavage colonial. Son père, Norval Sinclair Marley, est un contremaître blanc d'origine anglaise, un officier de plantation qui épouse Cedella dans un élan romantique, mais disparaît peu après la naissance de Bob. Cette absence n'est pas qu'un abandon familial. Elle grave une plaie dans l'âme d'un enfant métis, coincé entre deux mondes dans une Jamaïque où la couleur de peau dictait tout ton quartier, tes amis, ton destin. Dans les années 1940, la société jamaïcaine est un échiquier racial impitoyable. Les Noirs des ghettos luttent pour survivre, tandis que l'élite blanche, héritière des colons britanniques, domine les sphères du pouvoir. Bob, avec sa peau claire mais ses origines modestes, est un étranger partout. Trop clair pour être pleinement accepté dans les quartiers pauvres, trop pauvre pour frapper à la porte des riches. Cedella, pour protéger son fils, l'envoie à 8 ans vivre chez son grand-père à 9 Mile, un coin rural où les champs de canne à sucre dansent sous le vent et où les premières rumeurs du mouvement Rastafari commencent à circuler. Mais ce havre est éphémère. À 12 ans, Cedella, remarié, rappelle Bob à Kingston, dans le bidonville de Trenchtown, un labyrinthe de tôles rouillées, de ruelles crasseuses et de désespoir. Trenchtown, le creuset du Tuff Gong. Trenchtown, surnommé Government Yard, est l'enfer sur terre. Surpeuplé, sans eau courante ni électricité stable, c'est un chaudron de misère où les gangs règnent, où le chômage est une sentence et où la violence suinte comme la sueur sous le soleil tropical. Bob grandit dans ce chaos, apprenant à se battre pour un morceau de fruit, à esquiver les raids policiers et à chanter pour apaiser les démons intérieurs. Ses amis d'enfance le surnomment vite Tuff Gong, le dur à cuire, le survivant pour sa capacité à encaisser les coups sans fléchir. Il avait une lueur dans les yeux, comme s'il savait déjà qu'il allait changer le monde, se souvient Neville Bunny Livingston, son futur complice, dans une interview des années 80. C'est dans ces ruelles que la musique devient son salut. Influencé par les disques usés de Richard et Brooke Banton que ceux de la ramène de ses jobs de domestique, Bob fredonne des mélodies dans les cours d'immeubles délabrés. À 14 ans, il rencontre Bunny Livingston, un gamin du quartier qui gratte une guitare en carton. Puis arrive Peter Tosh, un guitariste au tempérament de feu, avec des dreadlocks naissantes et une âme de révolutionnaire. Ensemble, en 1963, ils forment The Weller, d'abord The Teenager, puis The Wailing Weller, un trio qui transforme les cris des opprimés en un reggae naissant, brut et spirituel. L'émergence du reggae, une arme culturelle. Le reggae n'est pas qu'un genre musical, c'est une révolte. Né du ska des années 50, un rythme sautillant importé des radios pirates américaines et du rocksteady plus lent, il devient le porte-voix du mouvement Rastafari. Ce culte, centré sur Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie vu comme le Messie noir, prône la rébellion contre Babylone, l'Occident oppresseur. Bob, initié au rastafarisme à 16 ans par un ancien Nyabingi, adopte les dreadlocks, l'herbe sacrée et une vision spirituelle qui imprègne ses textes. Leur premier hit, Simedaoun, 1964, explose en Jamaïque, un appel à calmer la violence des gangs, mais avec une rage sous-jacente qui fait trembler les autorités. C'est alors que Chris Blackwell entre en scène. Ce producteur britannique, patron d'Island Records, voit en Bob un ambassadeur culturel. En 1972, il signe les Weller pour Catch a Fire, un album qui politise le reggae pour le monde. Avec sa voix rauque et des textes comme Concrete Jungle, Bob devient la voix des damnés. L'album suivant,
Burna, 1973, avec He Shot, ce shérif repris par Eric Clapton, catapulte les Wailers sur la scène mondiale. Au milieu des années 70, ils remplissent le Madison Square Garden, transformant des stades en temples Rasta. Bob n'est plus un chanteur de ghetto, il est une icône mondiale. Mais attendez, cette gloire coïncide avec la descente aux enfers de la Jamaïque. Dans l'acte 2, nous plongerons dans le chaos politique qui a failli coûter la vie à Bob et dans les contradictions qui fissurent son image de prophète. Si cette plongée dans les racines du Tuff Gong vous a déjà accroché, posez une seconde, likez cette vidéo, commentez Tuff Gong Forever et abonnez-vous pour ne rien rater. Activez la cloche, les balles sifflent bientôt. Un foyer fracturé, amour, trahison et une famille éclatée. Rita et Bob, une union passionnée, mais brisée. Vous pensiez que la gloire rimait avec harmonie? Détrompez-vous. Derrière les projecteurs, le foyer de Bob Marley était un champ de mines émotionnelles. Plongeons dans le cœur de sa vie privée. Un mariage iconique, mais rongé par les trahisons, et une famille éclatée par des choix qui résonnent encore. Tout commence avec Alpha Rita Anderson. En 1965, elle croise Bob dans la scène musicale bouillonnante de Kingston. Rita, 18 ans, est une choriste aux harmonies envoûtantes, membre des Soulettes. Leur connexion est instantanée, une alchimie de jeunesse, de musique et de rêves partagés. En 1966, ils se marient dans une cérémonie Rastafari simple, pas d'église, juste des vœux sous les étoiles. Rita devient plus qu'une épouse, muse, co-auteur, pilier des E-Trees, le trio vocal qui soutient les Wailers avec des harmonies en or. Elle coécrit des titres, gère les tournées et élève leur famille dans le chaos de la gloire. Mais ce mariage, célébré comme une union sacrée, vire au drame. Le charisme de Bob, cette aura de prophète magnétique, attire les femmes comme des papillons. Dès que la gloire explose, les liaisons s'enchaînent. Rita, dans ses mémoires No Woman No Cry 2004, est sans détour. J'ai dû réinventer notre mariage. Bob n'était plus mon mari, mais un frère spirituel. C'était ma seule façon de survivre à la trahison quotidienne. Elle décrit des nuits solitaires à Obrod, pendant que Bob, en tournée, enchaîne les conquêtes à Londres, New York ou Paris. Est-ce qu'il faut une femme dans chaque ville? Lui lance-t-elle un jour, le cœur brisé. Bob répond par un silence, suivi d'un sourire qui ne répare rien. Une famille aux 1000 visages. Malgré les blessures, Rita tient bon par amour, parfois Rastafari, et par pragmatisme. Le rastafarisme prône une famille élargie, où les enfants, même issus d'autres unions, sont sacrés. Bob et Rita élèvent un clan complexe. Sharon, née en 1964 d'une relation précédente de Rita, adoptée par Bob, Cedella, 1967, Ziggy, 1968, Stephen, 1972. Puis, Rita donne naissance à Stephanie, 1974, fruit de sa liaison avec le footballeur Wanita Altaki Stewart, mais Bob l'adopte sans hésiter, l'intégrant comme Marley. Mais le foyer ne s'arrête pas là. Bob, au fait de sa gloire, a des enfants avec au moins 7 autres femmes avant sa mort en 1981. Robert, 1972, avec Pat Williams, Rohan, 1972, avec Janet Hunt, futur entrepreneur et ex-compagnon de Lauryn Hill, Karen, 1973, avec Janet Bowen, plus tard dans la mode, Julian, 1975, avec Lucy Pounder, musicien Grammy, Kimani, 1976, avec Anita Benavi, artiste et acteur, et Damian Junior Gong, 1978, avec Cindy Breakspear, Miss Monde 1976. Chaque enfant porte un fragment de l'héritage et du chaos de Bob. Prenons Rohan. Élevé entre la Jamaïque et Miami, il fonde une marque de cannabis, mais confie dans un docu de 2012. Papa était là en esprit, mais en chair, un fantôme joyeux. Julian, multi-instrumentiste, canalise la révolte de Bob dans des albums comme Lion in the Morning. Il m'a appris la résilience, pas la perfection. Kimani, entre rap et reggae, décrit des tensions. Voir maman et Rita aux mêmes événements, c'était comme marcher sur des braises. Damian, le plus célèbre, fusionne hip-hop et reggae dans Welcome to Jamrock, mais sa naissance est un scandale. Cindy Breakspear, couronnée Miss Monde, fait de leur liaison une affaire publique. Bob l'exhibait comme un trophée. Écrit Rita, la douleur à vif. Rita, l'endurance silencieuse. Rita devient le rock du clan. Elle élève les enfants de Bob comme les siens, organise des dîners où demi-frères et sœurs se croisent dans une paix fragile. J'ai serré les dents et supporté, parce que l'amour transcende la chair, confie-t-elle. Mais les disputes éclatent, cris, silence glacial, pleurs étouffés. Bob, lui, prêche l'unité sur scène One Love,
People get ready. Mais à la maison, c'est un royaume fracturé. Ses enfants le décrivent comme un père exigeant mais aimant. Il leur apprend les principes Rasta, les fait chanter Children Playing in the Streets en chœur, mais ses absences en tournée laissent des vides. Ce chaos familial n'est que le début. La politique va bientôt transformer leur maison en champ de bataille. Et Ziggy, son silence va bientôt se briser. Si ces drames intimes vous touchent, partagez en commentaire votre chanson préférée de Bob et celle qui, maintenant, vous fait réfléchir. Likez, abonnez-vous, activez la cloche. La guerre froide jamaïcaine arrive. Le feu de la politique bat les prophéties dans un pays en guerre. Kingston, zone de guerre. De l'amour brisé à la violence brute, la Jamaïque des années 70 est un baril de poudre et Bob, malgré lui, en est l'étincelle. Plongeons dans le chaos politique qui a marqué son apogée et qui a failli l'anéantir. Les années 70, la Jamaïque vacille au bord de la guerre civile. Michael Manley, leader du PNP, People's National Party, promet socialisme et justice sociale, soutenu par Cuba et l'URSS. En face, Edward Seaga du JLP, Jamaica Labour Party, pro-USA, arme les gangs avec des fusils financés par la CIA. Kingston devient un champ de bataille. 800 morts en 1976, des rues où les balles sifflent plus fort que les chansons. Bob, avec ses textes anti-Babylone, Get Up, Stand Up, est vu comme un prophète de l'unité, mais sa proximité avec Manley le rend vulnérable. Le point de rupture, le concert Smile Jamaica, décembre 1976. Organisé par le PNP pour apaiser les tensions avant les élections. C'est un appel à la paix, gratuit, en plein air, pour 80 000 âmes. Bob accepte, mais insiste, je chante pour Ja, pas pour un parti. 2 jours avant, le 3 décembre, l'enfer frappe au prod. 7 hommes armés, masqués, envahissent la maison. Bob est touché à la poitrine, la balle frôle l'aorte et au bras. Rita, une balle dans le cuir chevelu, survit par miracle. Leur manager, Don Taylor, prend cette projectile. 2 autres, dont le chanteur dont MC Intosh, meurent. Qui sont les tireurs? Les théories fusent, milices du JLP, CIA via des gangs anticommunistes ou vendetta personnel. Bob, interrogé, hausse les épaules. Si j'avais ma mort, qu'il décide. Incroyable, 48 heures plus tard, il monte sur scène, bandage visible, chemise relevée. Ceux qui détruisent le monde ne prennent pas de repos. Pourquoi le frais jeu lance-t-il à la foule en délire? 90 minutes de concert, du sang dans les pansements, et une légende de martyrs vivants est née. Les ombres politiques. Mais la violence suit les Weller comme une malédiction. Peter Tosh, assassiné en 1987 par des ex-gangsters qui l'aidaient. Carlton Barrett, batteur légendaire, abattu en 1987 devant chez lui. Junior Braithwaite, tué en 1999. Le reggae, arme de paix, attire les balles. Et Bob, il n'échappe pas au compromis. En 1979, il chante au Gabon pour Omar Bongo, un dictateur accusé de corruption. Les puristes crient à la trahison. Comment le rebelle anti-Babylone soutient-il un tyran? Ses défenseurs rétorquent, c'est pour diffuser le reggae en Afrique. Une tache sur son aura. Cette résilience face aux balles est héroïque, mais un ennemi plus sournois attend. La maladie frappe et les croyances Rasta deviennent tragiques. Si ce chapitre vous secoue, commentez Smile Jamaica Forever. Likez, partagez. Abonnez-vous, l'acte 4 révèle Bob face à la mort. La bataille perdue cancer, foi et un testament musical. Le verdict fatal. Les balles n'ont pas eu raison de lui, mais un ennemi invisible s'annonce. Juillet 1977, un match de foot amical, une blessure à l'orteil. Ce que Bob prend pour une entorse, un mélanome acral lentigineux, cancer de la peau rare et agressif. Les médecins sont formels, amputer l'orteil pour stopper la propagation. Bob refuse. Pourquoi? Sa foi Rastafari. Le corps est un temple de Jah, le mutilé est un sacrilège. Jah me protégera, assure-t-il. Il opte pour des remèdes alternatifs, herbes, jeûne et continue ses tournées. Le Pricing Tour de 1980 le voit saigner sur scène, mais sourire. Le cancer gagne du terrain. Poumons, foie, cerveau. Pourtant, il enregistre Uprising et Redemption Song, un cri dépouillé, Emancipate Yourself from Mental Slavery. Un adieu personnel, un appel universel. Le 11 mai 1981, à 36 ans, Bob s'éteint à Miami, entouré de Rita et des siens. La Jamaïque lui offre des funérailles de héros, cercueil doré, porté par 100 000 âmes, enterré à 9 Mile avec sa guitare, une Bible et un peu de ganja. Le monde pleure son poète. L'héritage, un champ de ruines.
Mais l'héritage, un chaos juridique. Pas de testament, méfiance Rasta envers Babylone. Rita signe des documents frauduleux sous pression. Le gouvernement vend les droits à Island Record. 30 ans de bataille, 30 millions de dollars en jeu. La famille récupère le contrôle dans les années 90, mais les blessures persistent. Bob devient une marque, t-shirt, poster, bière. Ses enfants jonglent entre hommage et business. La mort n'a pas clos les comptes. Ziggy va briser le silence familial. Si cette tragédie vous émeut, likez pour honorer Bob, commentez votre chanson préférée de fin de vie, abonnez-vous, la vérité de Ziggy arrive. L'héritage brisé, Ziggy brise le silence. Ziggy, l'héritier blessé. Bob est immortel pour ses fans, mais un fardeau pour ses enfants. Ziggy Marley, aîné de Rita, porte ce poids plus lourd que quiconque. En février 2024, avant la sortie du biopic Bob Marley, One Love, il publie une lettre dans People. Tu me manques dans tout, papa, surtout ta présence. Derrière la tendresse, une tempête. David Ziggy Marley, né en 1968, n'a que 12 ans quand Bob succombe au cancer. Le voir dépérir, dreadlock fané, corps amaigris, le marque à vie. Ziggy suit ses traces, forme les Melody Makers avec Sodella et Stephen, remporte des Grammys, perpétue le reggae. C'est une bénédiction, dit son frère Robbie. Mais Ziggy voit les ombres. Tu étais jeune, mais tu as fait plus que je ne pourrai jamais. Pourtant, parfois, ça faisait mal. Il évoque une enfance chaotique, dispute parentale, Rita stoïque face aux liaisons publiques de Bob. Maman tolérait, mais un enfant voit la douleur dans ses yeux. Les maîtresses défilent, les demi-frères surgissent. Ziggy, aîné, devient le rock. Je devais être fort pour eux. Bob, absent en tournée, est un père fugace chaleureux, mais éphémère. En 2020, ANPR, c'est un homme aimant, mais pas parfait. Sur les infidélités, racontez-le avec respect, c'est notre vérité. Père de cet enfant, Ziggy veut être l'opposé de Bob, présent, ancré. Tu aurais adoré être grand-père. Tes petits-enfants portent des bouts de toi. Une tendresse amère. Bob, dispersé, ne verra jamais cette génération. Les derniers mots de Bob. Les derniers mots de Bob à Ziggy. En montant, emmène-moi avec toi. En descendant, ne me déçois pas. Un ordre spirituel, mais lourd. Ziggy le porte comme une mission. Album, fondation, biopic. Mais en privé, il pleure. En 2024, papa avait des tendances violentes. Tu ne jouais pas avec lui. Le biopic montre les failles. Violence domestique, contrôle, absence. C'est émotionnel, ce que les fans ne voient pas. Rita, pilier, a pardonné. L'amour transcende. Mais Ziggy révèle les fissures. Un prophète qui a fracturé son foyer. Ces mots de Ziggy humanisent Bob. Change-t-il votre amour pour sa musique? Dites-le en commentaire. Au-delà des légendes. Bob Marley, survivant, prophète, martyr mais imparfait. Ses chansons prêchent l'amour, mais sa vie crie les contradictions. Trahison, violence, absence. Grâce à Ziggy, on voit les fissures. Un père adoré, mais absent. Un mari idolâtré, mais dominateur. Pourtant, c'est cette humanité qui rend son message universel. L'unité commence au foyer. 40 ans après, Bob unit encore le monde. Mais sa leçon, embrasser les ombres pour trouver la lumière. Et vous, Rédemption sonne-t-il différemment maintenant? Commentez, likez pour honorer la vérité. Abonnez-vous pour plus de plongées dans les légendes et activez la cloche. Prochaine vidéo sur les Stones. One Love, Jagged.